Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie d'émission. L'équipe Mission Impossible de Vianov est en place. Leur mission, et ils l'ont accepté, est de démanteler le trafic de mauvais goût culturel. Et oui, pour cela, ils ne reculent devant rien. Xavier Affre, Martial Petricciol et André Paldat. J'ai donné vos noms, vous savez que dans l'émission, il ne faut pas donner les noms, tant pis. Alors ne me demandez pas pourquoi Mission Impossible, hein, je l'ai senti comme ça, et puis Caroline m'a poussé. Donc voilà. André. La mission que tu nous as confiée, c'est du boulot, hein, j'avoue. Ah, c'est du taf, c'est du taf. Ouais. Alors, on va attaquer fort. Le boss. Allons-y. Le boss, tout le monde le connaît, c'est pas le franco-belge Johnny. Hein. Non. C'est pas le nôtre Noustral Anton Chios, parce que quelque part, je le considère comme le boss. Il y a un côté Johnny, oui, c'est vrai. C'est vrai, le taulier. C'est l'américain Bruce Springsteen. Il revient cette année, voilà. Un live. Mais est-ce qu'il revient pour le meilleur? Alors, pour le meilleur, la réponse sera vendredi, puisqu'en fait, j'annonce un album qui sort vendredi. Le petit extrait. Mais vous l'avez écouté quand même. Non, j'ai survolé. Ah. J'ai survolé. Mais on a dit qu'on n'aimait pas. Ah bon? T'as dit ça, moi? S'il se plaît que je... Donc le boss, écoute, c'est pas possible qu'il fasse quelque chose de mauvais, puisque à travers ce concert, il est dans une intimité totale. Il est avec sa femme, Chalfa. Il a de la chance. En accompagnement musical, hein, d'accord, pas à table ou... Donc, c'est un petit peu sa vie qui va passer un petit peu à travers ces morceaux. Il se livre aussi entre les morceaux dans des petits commentaires. Donc, ça sera piano, guitare, voix. Que dire de plus? Les Brasca, l'album qu'il avait sorti. Tout à fait, le petit côté acoustique. Puisque ça a été un des premiers même à faire dans ce registre. Hein. Moi, je sais que Springsteen, toi-même, va me le confirmer. Born to Run avait annoncé quand même un grand parmi les grands. On avait attendu avec impatience à l'époque, tu as dû connaître toi aussi, The River, hein? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc le grand retour de Bruce Springsteen, ça sera pour vendredi, avec le concert, je me permets, qui sera retransmis sur Net Machin Chouette, donc le dimanche, parce que j'aime pas leur faire de pub. Non. Hein? Voilà, on n'est pas là pour ça. Bon. Voilà. Par contre, on va parler d'une dame. Grande dame. Oui. Je sais pas si tu connais, Marcel, Beth Hart. Oui. Elle envoie. Ah ben déjà, oui, elle envoie du tatouage. Oui, et aussi. puis elle a l'air d'envoyer aussi... Alors, la musique, si on peut envoyer. Du balcon. Voilà. Le premier morceau, Baby Shot Me Down. C'est un enregistrement donc au prestigieux Royal Albert Hall de Londres. C'est un petit bijou. Un double album, on en prend plein la tête. Hein. La voix est magnifique. Ouais. Sorti aussi en vinyle, triple vinyle noir ou triple vinyle pour les collectionneurs en rouge. Donc tout ça à partir de demain ou après-demain, parce qu'il y a des petits retards dans les colis, dans les meilleurs disquaires de la région. C'est étonnant. C'est bizarre. Tu vois, il fallait que je le passe, en fait. Ok, on va écouter le deuxième titre. Deuxième extrait, hop, The Ugliest House on the Block. Non, franchement, si vous aimez le blues, le rock, le folk, elle se donne à fond, elle est très très bonne. On relève pas ce que je viens de dire, pardon. Non, je l'aime bien. Ok, et alors on écoute un petit peu, ça balance grave. Alors, non, c'est bien. Vous savez qu'elle a fait un générique de Beverly Hills. Ah, je savais pas. Oui. C'est comme ça qu'elle a été connue. C'est comme ça qu'elle a été connue, c'est ça. Ça a été son premier single, hein, premier tube. Parce que bon, sinon après, à travers sa carrière, elle a surtout été épaulée et amenée avec Joe Bonamassa, hein, que j'avais déjà présenté ici sur le plateau. Oui, bien sûr. Comme quoi. Oui, écoutez. Alors, est-ce qu'on termine avec Steve Lafont Trio? Oui, ça c'est la petite surprise parce que j'ai les maisons de disques comme Marcel ou Xavier des fois qui nous font confiance et qui nous suivent et qui nous envoient peut-être des avant-premières et tout. Là, c'est une avant-première donc qui sortira que le 23 janvier que j'ai écouté, qui est vraiment excellent. Le titre de l'album comme le titre du morceau que l'on écoute, Night in Corsica. Donc écouter ce disque, c'est aussi écouter chanter la Méditerranée. C'est un voyage à travers la Méditerranée. Si vous aimez le jazz et le jazz manouche en particulier, je vous le conseille. Donc on se donne rendez-vous sur ce plateau même en janvier pour en parler un petit peu plus. C'est un petit bijou, hein. Moi je l'ai écouté, je vous le conseille. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. André, on retrouvera votre coup de cœur en fin d'émission. On va passer à Marcel, direction le Japon, à la découverte d'une geisha. Ouais, on va commencer avec geisha. Japon début du XXe siècle, tout simplement, hein, dans les années 20. Puis une petite fille de 7 ans qui s'appelle Setsuko. Elle va suivre ses parents qui décident de quitter leur village natal et d'origine pour aller dans une ville un peu plus grande, une ville portuaire. Alors son père est un ancien samouraï, il a plus de boulot, il boit beaucoup, la mère lui reproche, ils ont une vie sans ressources, un petit peu reclus. Puis ça va aller mieux, quand il va aller dans cette ville, il va trouver du boulot. Dès quelques premiers mois, tout se passe bien. Malheureusement, il va avoir un accident, il perd la jambe, impossible de travailler.
et il replonge dans l'alcool, le saké bien sûr. Ils arrivent, ils n'ont plus aucune ressource. Qu'est-ce qu'il va faire au fond du gouffre? Eh bien, tout simplement, il va vendre sa fille dans une maison de geisha, une maison de geisha très réputée qui s'appelle l'Okiya Tsushima. Et cette petite fille, malgré un visage disgracieux, malgré un air sauvage, eh bien, elle va se distinguer dans un art. C'est l'art, c'est le jeu du shamisen. Le shamisen, c'est cette guitare à 3 cordes dont s'accompagnent les geishas pour leur chant. Elle va être remarquablement douée pour jouer de cet instrument et c'est ce qui va la sauver parce que il faut savoir que les geishas, c'est une éducation très stricte, très rigoureuse. C'est un apprentissage, c'est très sélectif. Celles qui ne deviennent pas geishas deviennent soit servantes, soit prostituées. Et ça nous montre tout ça d'une façon intimiste, façon reportage. On voit vraiment la sévérité de leur vie. On voit la jalousie et en même temps la fraternité qu'il y a entre toutes ces jeunes filles et toutes ces femmes. L'écriture est toute en subtilité. Le trait, il est hyper réaliste, c'est délicat, c'est sublimé par un noir et blanc, mais parfaitement maîtrisé, avec des camailleux de gris. C'est bourré de réalisme, c'est sidérant. Regardez, là, quand il dessine un kimono, c'est bourré de détails. Les décors fabuleux, notamment les décors de villes sous la pluie. Voilà, vous allez rester un moment à regarder les cases, tellement c'est joli, regardez les décors, regardez les visages. Franchement, c'est un gros coup de cœur pour le dessin. Et surtout, ça nous montre un Japon, c'est super bien documenté sur ce Japon qui bascule de l'ère des shoguns à une ère plus moderne. Voilà, franchement, j'ai adoré Geisha. C'est sublime, c'est un coffret en 2 tomes. Je voulais parler très vite de Klaus. Et de Klaus, bien sûr. Alors, le Père Noël ne serait pas... aurait vécu peut-être une jeunesse un peu plus énervée que... C'est ça, beaucoup plus énervé. Si vous voulez tout savoir du Père Noël, d'où il vient, comment il était lorsqu'il était jeune, pourquoi il passe par les cheminées, eh ben c'est Klaus, tout simplement. C'est fantastique. Eh oui. Alors, on est dans une époque médiévale fantasmée, absolument fantasmée. Et Klaus, c'est un homme des bois, donc il va arriver dans une ville pour vendre ses fourrures. Et puis il va s'apercevoir que cette ville, alors on est à la fête des veilles de Yule. Yule, ça célèbre le solstice d'hiver. Cette ville qui était joyeuse, gaie, elle est triste, elle est lugubre. Il y a un tyran qui a mis la main dessus. Il va se faire jeter de la ville, frapper, rouer de coups. On va lui voler ses fourrures. Mais il ne va pas en rester là. Il va revenir. Et là, vous allez comprendre d'où vient le mythe du Père Noël. Voilà. Alors c'est fantasmé, c'est... Au niveau du scénario, il y a quelques petits raccourcis, mais par contre, au niveau du dessin, c'est pareil. Il y a des décors, ça explose. Les scènes de bataille sont absolument spectaculaires. Non, mais attendez, il y a une scène au-dessus des toits de la ville qui est magnifique. Et le dessinateur Dora a été nommé au fameux Eisner Award pour ses dessins sur Klaus. C'est sublime. Non, et puis l'histoire. C'est super. Écoutez, lisez ça en écoutant Tino Rossi, vous n'allez plus voir ce qui va. Il y a possibilité de faire un film, certainement, là. Oui, complètement. Hein, un film un peu déjanté, DC Comics ou quoi. On est dans le super-héros, de toute façon. Hein. On est dans le super-héros. J'ai dit Marvel, il m'a regardé comme ça. C'est pour ça que moi, c'était DC Comics. Oui, voilà. Vous êtes d'ici, là. Grant Morrison est un immense des scénaristes qui a fait aussi bien DC que Marvel, très grand scénariste. Non, franchement, le mythe du Père Noël revisité comme ça, c'est fantastique, génial. Ben, merci beaucoup, Marcel. Deux belles œuvres, 2 belles bandes dessinées. Xavier, Amanda, un drame. 2 beaux films. Oui, alors je change complètement d'univers. Voilà, c'est Noël. Écoutez, c'est Noël. À Noël aussi, c'est triste. Non, alors je voulais parler de ce film parce que, alors c'est un film pour l'instant malheureusement qui n'est pas encore à l'affiche ici. Et j'aimerais vraiment qu'il y soit parce que c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce jeune réalisateur. On n'entend pas beaucoup parler. Michael Herz, finalement. Oui. Il est né en 75. Oui, il est tout jeune. Ah bah oui. Et c'est son 3e film. Alors il avait fait Memory Lane. Et Ce Sentiment de l'été, qui étaient des films sortis de manière un peu discrète, mais vraiment de très très bons films. Celui-là était à Venise. Il y a Vincent Lacoste, qui à mon avis là est probablement dans son meilleur rôle, donc c'est dire. On avait déjà ici salué son rôle dans, alors le film ne m'échappe, mais c'était sur la fac de médecine. Études en médecine. Non, Première année, voilà, merci Caroline. Et Isor Multrier, qui est une jeune comédienne de 7 ans. On sait que c'est pas facile de faire tourner les enfants. Alors, c'est l'histoire d'un jeune de 24 ans qui, à un moment donné, il profite un peu de la vie, il fait quelques petits boulots, et il arrive quelque chose de très grave à sa sœur, et il doit se charger de sa nièce qui a 7 ans. Imaginez quelqu'un qui a 24 ans, qui est un peu oisif, et qui, du coup, devient quasiment papa. Donc, c'est pas simple. Et avant d'en parler un peu plus, je voudrais qu'on voit un extrait de la bande-annonce, parce que c'est très beau, vraiment, c'est aussi très beau. Allez, on regarde. Il a changé là sur la tête. C'est plus là. Il a pris quelques rides. C'est erreur de casting. Non, bon alors, écoutez. Voilà. Ah voilà, c'est ça. J'ai fait connaissance avec Amanda et ta sœur hier. Ça doit être quelque chose, hein, d'élever sa gamine comme ça, seule. Trichette!
revoir, maman. Comment c'est possible, une chose pareille? Je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux. J'ai tellement peur là. Juridiquement, vous pourriez être son tuteur. Alors, c'est sympa, hein. Oui, voilà, j'ai un peu plombé l'ambiance sur ce plateau. Je vois. Non, alors, déjà, je redonne ma mention spéciale aux comédiens parce qu'ils sont assez exceptionnels. Et puis, c'est un sujet, moi, je trouve poignant. Moi, j'ai été bouleversé par ce film. Ça aborde plein de choses. Et puis, j'aime bien la réalisation parce que, bon, ça a des résonances un peu politiques, mais le film est très doux. C'est ça que j'aime bien, et c'est un peu le style de ce réalisateur. Il a choisi comme thème dans sa filmographie le deuil et la tristesse. Vous voyez que c'est quelqu'un de très gai. Mais bon, il faut le filmer aussi. C'est pas facile à filmer, n'empêche. Et là, les personnages sont très bien écrits, très beaux. Paris, je trouve ça assez incroyable la façon dont il filme Paris. C'est pas le Paris. Là, c'est pas le Paris qu'on connaît, mais c'est le Paris presque irréel, abstrait, voilà, post-attentat. Enfin, on a l'impression que parfois on pourrait presque basculer dans le fantastique. Il n'y a plus personne dans les rues. Enfin bref. Et il y a une espèce de douleur qui reste à l'intérieur de ce personnage, puisque bon, il est question d'attentat à un moment donné dans le film. C'est dur de le cacher. Voilà. Et je trouve que la comédienne, on dit souvent les enfants de 7 ans sont mauvais. Moi, je la trouve bouleversante. Il y a une scène à la fin que je peux pas dévoiler, mais qui est extraordinaire. C'est superbement éclairé. Franchement, dans le cinéma français, si je pouvais voir ce genre de film régulièrement plutôt que Allah 2 et toutes les bouses qui sortent en ce moment, ben voilà, je serais vraiment comblé. Ah, on vous a dit, hein, ça tire dans tous les sens. Si je peux me permettre, parce que j'ai eu, grâce à Xavier, la possibilité de voir le film, j'ai apprécié le film, l'histoire est très très belle, je confirme. Moi, il n'y a qu'un truc, c'est l'acteur. Moi, je l'aime bien. Il y a, je sais pas, il y a un manque de charisme, c'est pas. Moi, je le trouve très bon quand même. Hein. Je le trouve très bon. L'actrice est très bien. Ça, je suis d'accord en partie avec ce que tu dis. Après, je trouve que le film, ça manque un petit peu de force. C'est ce qu'on lui a reproché. Au niveau de l'écriture, c'est pas ça non plus. C'est ce qu'on lui a reproché. Après, il y a des scènes, les scènes dans Paris. Oui, effectivement, les rues qui sont filmées pendant 3 plombes. Je vois pas trop l'intérêt. Et par contre, la scène de fin, je suis pas d'accord. La scène sur le tennis, superbe. le cours de tennis, je trouve ça magnifique. C'est ce qui remonte. C'est ce qui remonte. Ouais. Moi, je la trouve intérêt. Mais si, je la trouve parce que c'est son visage, c'est son changement de. D'où le débat. D'où le débat. Donc moi, je dirais que c'est un très bon téléfilm. Allez au cinéma, allez voir. Vous avez donné vos avis, c'est très bien. Alors maintenant, on passe au coup de cœur. On a vraiment 10 secondes pour passer au coup de cœur. Marcel. On retombe en enfance. 50 ans de Pif Gadget en c'est février. Fantastique, ça. Voilà. À travers ce livre, vous allez retrouver tous les personnages qui ont été dans Pif Gadget. Il y a des fiches et aussi tous les grands dessinateurs. Vous allez voir que tous les grands dessinateurs sont passés par Pif Gadget, Pratt, Gillon, Mordillo. Voilà, c'est la Madeleine de Proust, tout simplement. Qui n'a pas lu Pif Gadget? Xavier, très vite. Une affaire de famille. Voilà, Coréda, je reviendrai peut-être dessus plus tard. La Palme d'Or, c'est magnifique, c'est une histoire de famille et surtout film très critiqué au Japon parce que ça critique un peu cette image de la famille japonaise. Parce que là, ça propose une famille de cœur contre la famille de sang. Ah oui. Évidemment, ça a fait un petit peu tâche dans le Japon nationaliste et très droitier de Shinzo Abe, le Premier ministre. Allez, on écoute votre musique, votre coup de cœur. Donc, et on va jazz, la soul music, le hip-hop, Georgia Anne Muldrow, disponible en CD et en vinyle. Coup de cœur pour les fêtes de Noël, vous pouvez annoncer ça, c'est très bon. C'est super, ça balance, c'est bon, ça groove, on adore ça. Et on a Cécilia, notre petite stagiaire réalisation, qui a décoré ces sapins de Noël que vous avez vus tout au long de l'émission. Ben, merci beaucoup Cécilia. Ça va, ça t'a plu? Tu les trouves comment là, les trois là? Ils sont bien, hein? On les aime bien, on les garde? Bon, allez, on est d'accord. Allez, merci messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain, hein, comme d'habitude, aux alentours de 12h05, midi 10 sur Viasté.